Alors Le Petit Poucet est un conte écrit en 1697 par Charles Perrault, qui est aussi reconnu dans le domaine des contes que les frères Grimm. Ce qui est drôle, c'est que les frères Grimm ont quand même par la suite modifié certaines œuvres de l'auteur Perrault pour les moderniser. Ce qui fait qu'il m'est arrivé de confondre entre les versions des frères Grimm et de Perrault. Bref, ces livres ont fait le tour du monde jusqu'à avoir des adaptations à l'international. Mais étonnamment, Le Petit Poucet, qui est très reconnu dans le monde entier, n'a jamais eu d'adaptation étrangère. Il y a eu grosso modo que des adaptations françaises. Et cela a commencé dès le début du cinéma où il y a eu 3 adaptations en moins de 10 ans. Une par les frères Pathé en 1901, une autre par Louis Feuillade en 1912 qui a un palmarès énorme où il est difficile de savoir lesquelles ont été restaurées, et enfin celle dont il reste un petit bout, la version de Segundo des Chaumont sortie en 1909. Puis il faut remonter à 1972 pour le revoir sur grand écran où, chose exceptionnelle, l'ogre était joué par Jean-Pierre Mariel. Il est très imposant, bien qu'il garde le côté comique de l'ogre plutôt que le côté effrayant. J'ai faim. Quand on le voit bouffer et rire à la gueule ouverte, on a juste envie de faire la fête avec lui. Jean-Pierre Mariel est vachement bien dans l'ogre, mais il est plus proche d'une tradition d'illustration, des bouquins pour enfants, des choses comme ça. Mais il est plus truculent, il est plus drôle en fait. Il a plus d'humour, ne serait-ce que parce que même s'il n'en avait pas fait beaucoup, je veux dire, c'est Jean-Pierre Mariel, donc c'est quelque chose qui est déjà rassurant quelque part. Ce métrage a été réalisé par Michel Boiron, qui n'a pas créé beaucoup de chefs-d'œuvre, mais qui a au moins le mérite d'avoir fait un OSS 117. Pas ce OSS là, mais plutôt celui-ci. Oui, c'est très nanardesque. Puis pour finir, on aurait eu un téléfilm d'animation en 1996 et une dernière adaptation qui est un téléfilm créé en 2012 avec Denis Lavant qui joue l'ogre. Après, c'est assez drôle de le voir jouer l'ogre parce que je crois qu'il est plus petit que moi. Et tous racontent de façon très simple la même histoire. Et enfin, mon cher, vous oubliez le pas Petit Poucet qui vient de la chaîne de propagande, je veux dire la chaîne populaire Canal+. Aïe aïe, là. Ouf. Dans H, N, et bien il y a le N et le H de chinois. Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Qu'est-ce que tu fais? Oh, alors, oh, ça va pas ou quoi? Je me gratte, ça va. Je sais que vous êtes la bande de petits fumés. Bernardo, on y va, fidèle compagnon. Ah oui, qui peut ne pas l'oublier. Bref, nous allons donc parler plus en détail de la version du Chapelier Down. Oui, le petit bonhomme aime bien porter des casquettes, des chapeaux et à tout va, sans doute pour cacher sa trop grosse tête. On a dit pas le physique. Donc on commence par nous présenter la Lune, les étoiles, la galaxie et l'espace. Attendez, c'est Le Petit Poucet ou la réadaptation de 2001, l'Odyssée de l'espace? Bref, on tire les rideaux étoilés pour nous présenter les personnages racontés par feu Michel Duchossois, qui joue le narrateur et le Poucet âgé et qui raconte sa vie de fils de fermier. Que va-t-on faire de toi, Poucet? T'es pas assez fort pour pousser une charrue, t'es pas assez dégourdi pour porter un panier. Pourquoi tu me pousses à te cailler dessus pour me piper le gosier? Hein? Pourquoi, Poucet? Pourquoi? Donc après cette présentation en couleur, on suit la famille de Poucet, qui est le dernier de la famille et mal aimé. Puis plus tard, il part dans la forêt pour aller chercher du bois, mais voilà qu'il se perd et rencontre une petite fille vivant avec les lucioles. Et là, oui, bon bah, y a rien à dire, la scène est belle, avec toute cette féerie qui s'y dégage autour de cette fille qui s'appelle Rose. Et là, je vous avoue qu'ils ont fait un grand travail d'artisan pour créer cette forêt, qui est certes artificielle, mais magique. Oui, parce que tout a été en partie tourné en studio. C'est à se demander si après le tournage, la nature n'aurait pas repris ses droits. Après avoir reçu une plume d'ange, oh que c'est beau, qui lui permettra de la retrouver et de le protéger, elle l'aida à retrouver son chemin. Puis on retrouve la famille le lendemain, et c'est une journée comme à son habitude, où ils prennent tranquillement le petit déjeuner et... Vous pouvez pas créer la féerie du début? Devient un poil trop réaliste et trop brutal. Bon, je commence à avoir des hauts de cœur. Et voici donc le chef de ces bandits joué par Samina Seri avec sa jambe de fer, qui cette fois n'est pas là pour les emmener au 7e ciel, mais au bas-fond des enfers. Et là, j'avoue, pour ce qui est du design des soldats, pour montrer la terreur, je dirais que c'est un vrai travail d'orfèvre. Mets-moi un bon feu et jetez-les tous dedans. Un peu trop dur là, non? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je disais ça comme ça, moi, pour dédramatiser, c'est tout. Ouais, faut pas oublier que c'est un film pour enfants. Par la suite, après avoir été interrompu par Marcel le plombier, les cavaliers de la reine arrivèrent et les voleurs fuirent en emmenant tout leur butin.
toi, je crois que ça va pas très bien. Prends Doliprane, ça résout tous les problèmes. Mais fort heureusement, ils ne leur ont pas tout pris, et les chevaliers vont pouvoir les aider. En fait, non. Pour que le seigneur et sa garde puissent conserver le château, toute nourriture disponible sera confisquée. Saisissez-vous de ce sac. Ce n'est qu'un impôt de guerre. Faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères Girard. Je t'ai apporté un couteau, je pense que ça te servira. Avec cette baisse et ce manque de nourriture, Poussé aperçut ses parents qui discutèrent pour savoir comment ils vont s'occuper des enfants, et ils ont dû faire un choix drastique. Demain, nous irons les perdre dans la forêt. Donc, comme dans le conte original, Poussé va prendre des cailloux pour les laisser par terre et lui permettre, avec ses frères, de retrouver le chemin, tout en montrant les magnifiques paysages du studio. Et après que les parents les aient abandonnés, Jean-Paul Rouve arrive avec son costume de conquistador. Attention, attention, Monsieur Z va faire une syncope s'il découvre cette erreur de nationalité. Ah, c'est bon, il ne va pas appeler la police. C'est... Et il arrive de la meilleure des manières possibles pour aller donner de l'argent pour les parents parce que la reine est remplie de bonté, ou bipolaire. Ah, c'est les allocations familiales d'antan. Et par le plus grand des hasards, les enfants arrivèrent et tout va bien dans le meilleur des mondes en oubliant qu'ils les ont abandonnés. Ah, moi j'aurais coupé un doigt pour ce qu'ils ont fait. Et ils vivaient de nouveau dans le bonheur avec de la nourriture à foison pour de nouveau n'avoir plus rien à manger et les abandonner encore. Non mais ça servait à quoi le premier abandon? En fait ça allait mettre en avant ce qui allait leur arriver. Donc voilà, en gros par la suite et par ce grand moment de bonheur où ils ont le triple de ce qu'ils mangent, c'est une sorte d'anticipation à l'arrivée de l'ogre prochainement. Tu as trouvé tout ça sur Wikipédia? Oui. Bref, ils repartent de nouveau dans la forêt en rencontrant au passage Saïteg Maui et sa soyeuse moustache et les abandonnèrent. Mais sauf que là, Poussé a fait une erreur énorme, c'est de mettre des petites miches de pain pour se retrouver et bien évidemment les corbeaux les ont mangés. Monumentale erreur. Oh, toi l'affaire! Je sais que c'est dans le bouquin et que ça montrait que Poussé avait beau être malin, il restait un enfant naïf. Mais il y avait un moyen de montrer quelque chose de nouveau que cette erreur bête. Alors ils essayent de chercher le bon chemin. Oh, attention, la caméra fait de nouveau n'importe quoi. Bon, ils arrivent à se cacher dans un arbre, puis en montant, ils aperçoivent un feu. Mais voilà que la branche craque, et ils foncent direct jusqu'aux flammes pour arriver en plein milieu d'une bataille et revoir le bandit à la jambe de fer. Je ne connais pas la pitié, ni les remords, ni la paix. Je vous arracherai le cœur pour le jeter en enfer. Je suis une machine de guerre, le plus grand soldat qui ait porté la terre. Je suis la mort en marche. You know, for kids. Ah, je préfère encore les loups. Mais voilà que Jambe de Fer les aperçoit et... Non, il ne se passe rien, on a juste une transition. Ah oui, il y en a des transitions dans ce film. Est-ce que ce gars était vraiment une menace pour les enfants? Non. Bref, après une petite pause pour grignoter des escargots, ils marchent brièvement pour arriver à la maison de l'ogre. Et ils vont rentrer pour aller demander de l'aide. Et regardez comme le ciel est rouge de sang. Et regardez là les plantes qui sont aussi pointues que des rasoirs. Et vous entendez là le bruit des corbeaux qui hurlent la mort. Je ne vois pas du tout ce qui peut nous arriver. Bon, comme dans le conte, oui je vais le dire plusieurs fois, la femme de l'ogre, bien que réticente, les accueille quand même pour les nourrir. Et là, voici l'arrivée du somptueux, du magistral, du monstrueux ogre. Et quelle merveille! Il est telle la créature que je rêvais de voir. Imposant et effrayant. Ah, c'est sûr, c'est pas comme la version joyeuse et bon enfant de Marielle. Et il en impose, le bougre avec son masque de fer pour cacher son visage. Ça donne une meilleure description du monstre. Et cette allure immense est interprétée par Dominique Hulin, que vous le connaissez dans le rôle de Bruce dans Les Sous-Doués, et le chevalier qui se fait couper la tête dans Les Visiteurs. Là, il utilise sa taille à bon escient, et il est très bon comédien. Tiens, exemple. Ça n'a rien à voir avec les épices ou le mouton. Je ne sais quel animal exotique. C'est... Peut-être un fruit a-t-il pourri dans un coin de la cuisine. Non, c'est une odeur fine, si délicate. C'est comme un doux parfum de noisettes et d'eau claire
qu'un peu de fer sur la langue viendrait relever. Oh, je me délecte de ces paroles. Bon, il sent... Il sent quoi? La chair fraîche! Aïe, ah ben ça m'endort, moi, de compter les chèvres. Je n'ai pas fini. Il allait se préparer à les manger, mais l'ogresse arriva à le dissuader et il les mangera donc demain. Eh oui, il faut toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Donc ils vont s'attaquer à leur dernier repas en compagnie des filles de l'ogre, où l'on découvre que l'une d'elles est celle que Poucet a rencontrée dans la forêt. Et l'on voit qu'elle est, comme Poucet, mal aimée par ses sœurs et son père, parce qu'elle ne veut pas vivre comme une ogresse. Oui, parce qu'elle est... végane. Oh mon Dieu! Bref, après ce long repas, ils partent dormir et Poucet peut de nouveau discuter avec Rose qui lui montre son petit jardin secret jusqu'à ce qu'ils entendent les hurlements de l'insatiable glouton. Donc le gamin va changer les couronnes des filles pour mettre les bonnets des garçons, mais sauf qu'ils sont 5 et Poucet et Rose sont cachés, donc comment ils vont faire ? Bref, on va dire que l'ogre a trop abusé sur l'alcool et qu'il n'a pas trop fait attention à ce qu'il regardait. Alors il tua ses filles et les enfants sortirent du manoir avec Rose à toute vitesse. Mais là, l'ogresse, qui entra pour essayer de sauver les enfants, découvrit le massacre. Et l'ogre, voyant son erreur, rouge de colère, assombra le ciel d'une couleur écarlate et appela son armée des morts. Non, mauvais film. Bon, il mit ses bottes des 7 lieues qui lui permetta de voler pour rattraper les garçons. On fait avec ce qu'on a. Les enfants coururent jusqu'à la montagne, l'ogre les retrouva et ils ont tout juste eu le temps de se cacher dans une grotte. Mais voilà quel monstro eut un mal aux pieds et une soudaine envie de dormir. Ah non mais tu l'as bien cherché celle-là. Je sais que c'est dans le livre, mais dans un film, ça s'appelle une facilité scénaristique. Bref, il fallait que quelqu'un aille dehors pour vérifier s'il s'est bien assoupi pour qu'il puisse sortir et... On n'a qu'à envoyer pousser. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Donc le petit va sortir pour voir s'il dort bien et les appelle pour dire que c'est ok. Les autres sortent vite de la grotte pendant que Poucet lui enlève ses bottes pour l'empêcher de poursuivre les enfants. Et là, il se réveilla. Donc, est-ce qu'on va avoir une confrontation spectaculaire entre Poucet et l'ogre? Qui va gagner? L'intelligence ou la force? David ou Goliath? Bon bah, c'est Dieu qui a tranché. Poucet mit les bottes, séparé à toutes les tailles, et partit de cet endroit pluvieux pour arriver à une ruine de soldats morts au combat, avec le cadavre de l'homme à la jambe de fer. Ah, jusqu'au bout, il n'aura pas été une si grande menace. Mais un soldat étant encore en vie lui donna une lettre adressée à la reine qui lui permettra d'arrêter cette guerre. Et donc Poucet arriva au palais pour donner cette enveloppe à la reine, et la guerre est finie. Comment ? Et grâce à son courage, il fut nommé messager de la reine et voulut retrouver sa famille. Après tout ce que ses parents et ses frères lui ont fait, je vous avoue que je les aurais laissés dans leur misère. Ah, carrément. Et voilà que les enfants finirent tous par s'amuser près d'un lac. Ah non, on finit avec un petit générique et un extrait de marionnette, avec une somptueuse chanson de Vanessa Paradis. Une très belle fin, Angélique. Donc en conclusion, le petit Poucet du Chapelier d'Aon est d'une telle rareté pour ce qui est de montrer de la fantaisie dans le paysage audiovisuel français que j'adhère complètement, mais en même temps il y a certains éléments qui m'ont empêché de le mettre dans la catégorie des putains de films. Parce que j'ai beau voir les qualités qui sont indéniables, je ne peux pas m'empêcher de voir les défauts qui peuvent nuire au métrage. D'abord en termes de décor, costumes et de lumière, ils ont fait un travail d'orfèvre en allant au-delà de nos espérances avec cette approche féerique qui nous emmène à des moments de douceur et d'autres roches du Tartare des Enfers sur la partie de l'ogre et de la guerre. Et ces plans ont été quand même storyboardés par Régis Loisel, un dessinateur de BD qui mérite le coup d'œil. Et je le redis, mais le costume de l'ogre est tellement somptueux de détails et ne peut nous laisser indifférents. D'ailleurs, tous les costumes sont extrêmement bien choisis pour avoir un visuel sur l'époque et la
féerie du film. Il y a des idées de plans extraordinaires qui ont des fois été improvisées à l'aveu de Dahan pour avoir aussi une très grande liberté sur la création des lumières. Et oui, on voit qu'au moins 90% du film a été tourné en studio. Et pas n'importe quel studio. Tout a été tourné dans le studio d'Arpajon qui a quand même fait venir plusieurs grands noms du cinéma pour tourner leurs films. Bien que malgré les années fortes, ça n'a pas tenu et il a fermé en 2012. Mais à ce qu'il paraît, il aurait rouvert en 2018. Après, je n'ai pas d'autres informations pour ce qui a pu être tourné. Donc oui, on sent toute la verdure dans les paysages. Bien qu'à certains moments, on sent un peu le côté plastique. Et je préfère largement voir ça que 100% de numérique et d'effets spéciaux qui me fait voir directement le fake. En vrai, il faut qu'il y ait un bon mélange entre la pratique et les effets spéciaux. Ce qui marchait des fois dans le film et des fois, ça marchait pas trop. Et pour un budget de plus de 10 millions d'euros, il n'a rapporté que la moitié de sa mise. Je dirais que c'est peut-être le ton trop sombre qui n'a pas dû plaire aux parents. Faudra m'expliquer un jour pourquoi certains films de fantasy ne marchent pas à leur sortie et que quelques années plus tard, ils deviennent des œuvres cultes. Et d'ailleurs, je change de sujet, mais il y a quand même eu une promo pour vendre ce genre de jouets. Et je me demande qui c'est qui aurait l'idée mal placée pour acheter ces horreurs. Vous pourriez me dire que Dionnet n'a rien fait pour ce film vu qu'il n'était que producteur associé, mais il y a certains éléments où l'on voit que c'est lui qui a proposé ces idées. Et on a commencé à travailler donc sur le scénario un peu. C'est-à-dire que c'est là où je vous ai dit les gros points. Moi, je pensais qu'il fallait une reine, je pensais qu'il fallait que la petite fille soit plus importante. Mais ce qu'on lui doit absolument dans la création de ce film, c'est d'avoir conseillé de faire venir un compositeur asiatique qui s'occupera de la musique du film pour qu'il y ait un mélange des cultures. Et ce fut Joe Hisaishi, grand nom de la musique de film d'animation pour le studio Ghibli, qui a travaillé sur la BO du film. C'est vrai que j'ai dit, est-ce que vous avez lisé pour la musique? Ils m'ont dit, oh, pas du tout. J'ai dit, écoutez, il y a un musicien qui est fait pour ça, c'est Joe Hisaishi. Alors j'ai fait écouter Olivier qui m'a dit, c'est super. Après, je les ai fait rencontrer et en fait, j'étais un peu sournois. Je pensais qu'il était important pour Olivier, pour qu'il élargisse sa vision du monde, qu'il rencontre un japonais qui avait une vision opposée, qui ne savait pas qui était Charles Perrault, qui ne connaissait pas le cinéma français, et que le fait qu'il doive développer ses théories sur ce film face à un japonais l'amènerait à avoir une vision plus mondialiste, à comprendre comment on voyait les choses autrement. Et je pense que ça a fait du bien à Hisaishi et à Olivier, qui sont fort bien entendus, car tous les deux sont allés à la rencontre l'un de l'autre. Moi, je pense que si on fait un film en France, on le fait aussi pour les autres pays. Donc c'est bien de penser au point de vue des autres pays. Avoir un musicien japonais, ça peut aider pour la vente pour le Japon, mais c'est aussi une manière de dire, ce film est un film de féerie, mais c'est pas spécialement un film français. C'est un film français parce qu'il est très français, Olivier, mais c'est un film qui veut marcher dans le monde entier, donc pourquoi pas aller chercher un musicien japonais si c'est le musicien idéal. Et c'était le choix parfait parce qu'il arrivait à retranscrire ces moments de féerie, de terreur et de mystère qu'il y a déjà dans toutes ses compositions. Et là on ressent toute la culture de l'Orient dans ce film. Il y apporte une certaine émotion contemplative. Et la chanson du film faite par Vanessa Paradis est splendide. Il donne cet aspect d'enchantement qu'on perdra petit à petit dans les années qui suivront, dans le cinéma fantastique et de fantasy. Après, question enchantement, à la même période, on avait John Williams pour ce qui est d'Harry Potter et Howard Shore pour ce qui est du Seigneur des Anneaux. Donc les années 2000, c'était vraiment le meilleur moment pour parler de fantasy. C'est plutôt dans les années 2010 que ça a baissé en qualité. Et Hisaishi n'a pas honte de cette composition vu qu'il l'a présentée dans ses concerts. On dit beaucoup que l'importance dans la création d'un film, c'est le scénario, les acteurs et le montage, mais la musique porte pour moi un dialogue important pour comprendre les émotions de son personnage et de l'histoire. Il n'y a qu'à voir les films de Sergio Leone. Sans la collaboration qu'il avait avec Ennio Morricone, ces films n'auraient pas eu la même sauce. Et surtout, il le considérait comme un scénariste. Ensuite, quand un film a comme personnage principal un enfant, il faut qu'il soit bon, mais surtout naturel. Parce que dans le cinéma, lorsque tu mets des enfants en tête d'affiche, des fois, il faut qu'ils jouent comme un acteur adulte et tu ressens certains faux semblants. Après, on a eu des enfants acteurs qui ont réussi à devenir de grandes stars des années après, ou pas. Et là, il n'y a rien à redire. L'enfant qui joue Poussey a cette innocence qu'il faut pour jouer le personnage. Il est malin, intrépide et il est parfait dans chaque moment où il est à l'écran. C'est un gamin que vous allez voir demain, que vous allez revoir, c'est un professionnel à 10 ans et les gamins étaient fabuleux, les mômes étaient fantastiques. Puis il y a le thème de l'enfant rejeté qui devra se battre contre vent et marée pour prouver sa valeur. Ensuite, toutes les actrices sont excellentes. Romane Boringer, Élodie Boucher et Catherine Deneuve ont toute une similitude d'être à mon sens des mères protectrices mais qui ne peuvent se soumettre au joug de la folie des hommes. Le père de Poussey pour Boringer est quand même celui qui veut abandonner ses enfants. L'ogre pour Boucher lui demande de ne servir qu'à faire la femme soumise à la cuisine et au ménage, et Deneuve, ce qui la soumet, c'est la guerre et son général qui l'empêche d'avoir enfin cette paix que tout le monde veut. Et toutes ont été, entre autres et inconsciemment, sauvées par Poussey. La mère retrouve ses enfants, la femme de l'ogre est enfin débarrassée de son monstre, et la reine est débarrassée de la
la guerre. L'âme pure du garçon a redoré leur noblesse. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le fait d'avoir pris Deneuve pour jouer la reine me fait doucement penser qu'il y a comme une continuité entre son rôle dans Podane, qui est une autre œuvre de Perrault, et celui de la reine. Il y a en plus un mélange dans les costumes qui ne sont pas pour moi qu'un pur hasard. Par contre, pour ce qui est des acteurs masculins, faut dire ce qui est, rien ne va, je trouve qu'ils sont trop dans le surjeu ou le sous-jeu. Leurs interprétations sont trop exagérées et trop théâtrales, ce qui fait que ça m'a empêché de croire à ce qu'ils disent. Et le chef du groupe est bien évidemment Pierre Berriot qui joue le père, où chaque réplique, chaque ligne de dialogue, chaque image où on le voit me fait mal à mes yeux et à mes oreilles. Il me fait complètement sortir du métrage. Ce qui n'est pas le cas pour Dominique Cullin qui joue l'ogre, où chaque moment à l'écran me remplit d'effroi. Lui aussi il joue de façon théâtrale, mais il a trouvé le bon ton qu'il faut pour qu'on ne soit pas hors de propos. Et surtout, on ne voit pas son visage, ce qui fait un plus dans le côté horreur de ce monstre. Et je suis content qu'on lui donne un rôle important parce qu'on se rappelle qu'on le prenait que pour sa taille, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il est un très bon acteur, et malheureusement pas assez mis en valeur. Fort heureusement, on lui a donné l'opportunité d'avoir un rôle plus conséquent avec l'ogre en faisant partie de ces acteurs qui se cachent sous leur masque. Donc oui, les costumes ont donné une importance sur la personnalisation des personnages. Le réalisateur m'avait demandé de ne pas avoir de rapport d'amitié avec les gamins. Il voulait qu'il y ait toujours ce petit regard de peur, l'ogre. Pour ce qui est de la mise en scène, Dahan arrive à donner des plans sensationnels où il s'est donné à fond pour rendre quelque chose de moderne sans aller dans la simplicité. Après, faut dire là où ça va vraiment pas. Son seul vrai défaut, c'est qu'il n'arrive pas à filmer des scènes d'action. C'est toujours la caméra à l'épaule et des fois, malheureusement, on ne voit rien. Par exemple, la scène d'action avec les loups. Vous saviez qu'il y avait un animal en animatronique? Eh bien non, parce que le film cut sévère toutes les 2 secondes, ce qui fait que ça nous donne pas le temps de voir tranquillement les plans. Il faut bien sûr avoir un bon rythme pour avoir une bonne scène d'action, mais il faut aussi qu'on ait le temps de voir, et ce n'était pas le cas. Après, c'est normal pour celui qui a réalisé Rivière pour produire. Oulalala, attends un peu, on n'en est pas encore là. Donc, ferme ta petite bouche. Bref, il n'a pas une mise en scène à 100% acquise, mais il a fait l'effort de ne pas aller dans la normalité. Puis, pour ce qui est du scénario, bien sûr, il est bien de moderniser une œuvre qui a quelques siècles de décalage. Et attention à ne pas faire du grand n'importe quoi comme Blanche-Neige et le chasseur, ou Maléfique. Le fait de mettre une petite fille parmi les protagonistes est une bonne idée parce que le conte original ne donnait pas assez d'importance sur les personnages féminins. Et puis une ogresse qui ne se sent pas comme elle est assez innovant pour nous permettre de ne pas dire que les ogres sont tous des mangeurs d'hommes, comme choisir une reine plutôt qu'un roi. Puis le fait de donner une raison à la misère du peuple où à la base Perrault reprenait ce que vivaient les paysans du temps de Louis XIV est une riche idée parce que donner la guerre comme la grande cause est une assez bonne vision de l'époque dans laquelle ils vivaient. C'est à tous ces enfants qui voient des guerres à la télé, qui savent que la guerre existe, je trouvais qu'une guerre pour justifier qu'on perde ses enfants, c'était une bonne chose. Bien que ce soit assez vite éclipsé pour qu'on revienne directement à l'histoire principale. Alors qu'honnêtement, ce n'est que mon point de vue. Cela aurait été intéressant de retranscrire le monstre qu'est l'ogre à la guerre. Parce que la guerre est une créature effroyable qui détruit tout et absorbe tout, donc qui a une fin infinie. D'ailleurs, aux premiers abords, le personnage de Nassiri aurait très bien pu représenter l'ogre de la guerre. Mais ils ont préféré ne pas faire ce choix. C'est respectable, mais cela fait que toutes les actions du personnage le rendent minime. Il n'y a qu'à voir comment il finit. Il a juste été l'impact de la misère de la famille de Pousset, mais pas sa solution. Alors que ça aurait valu le coup. Imaginez un film réaliste sans magie, où c'est grâce à l'intelligence que tu vaincras la force. Parce que lorsque Pousset vainc l'ogre, c'est un peu par chance. Ou l'effet Deus Ex Machina. Et enfin, voici ce qui m'a empêché de le mettre complètement dans la catégorie des putains de films. C'est le ton qu'a l'histoire et qui est un peu trop disparate. Il y a des moments où cela veut aller dans quelque chose de bien dark, bien sombre, pour donner quelque chose d'inédit aux enfants en sortant du royaume joyeux et tout joli à la Disney. Et à un certain moment, il y a des scènes qui sont un peu trop comiques et trop enfantins, ce qui fait que je décroche très vite. Comme s'ils voulaient essayer de plaire aux enfants et aux adultes sans aller au bout de leur démarche. Parce qu'on sent qu'ils voulaient proposer quelque chose de différent, mais en même temps ils reprennent ce qui fait partie du conte, comme l'ogre qui se repose au meilleur moment, comme dans le conte, les parents qui abandonnent 2 fois les enfants, comme dans le conte, etc., etc., etc. Si tu fais vraiment un film pour enfants tout le long, c'est ok, mais là tu proposes une œuvre atypique qui ne sait pas choisir entre un ton sérieux et léger. Bien sûr, je ne veux pas traumatiser les enfants, faudrait quand même pas faire une adaptation comme Le Dernier Chaperon Rouge de Jeanne Kounen. Ah c'est sûr, c'est un truc à pas montrer aux gamins. Mais quand tu as des dialogues qui des fois ne sont pas assez bien adaptés, tu ne peux pas être à 100% entrepris par le récit. D'ailleurs, Dionnet dira plus tard, ce film arrivait trop tôt. Il faisait peur aux enfants et les adolescents n'avaient pas envie de le voir, persuadés à tort qu'il s'adressait aux tout petits. Néanmoins, est-ce que c'est une mauvaise réadaptation de l'œuvre ?
Non, je pense que ça dépend de ce que vous auriez voulu voir de ce conte, qui pour moi apporte une certaine nouveauté dans la fantasy. Et puis le mélange d'Ahan, Neve et Dionnet était une bonne chose. Ce n'est pas aller, à mes yeux, au bout de la démarche de réussir à plaire à tout le monde, mais au moins ça a proposé quelque chose de très rare dans le cinéma français. Surprendre et émerveiller les spectateurs, et surtout quand c'est des enfants. Parce que pour qu'un enfant s'épanouisse dans le cinéma, il faut qu'il retrouve des émotions qui lui amènent de la peur, de la tristesse, de la joie. Il ne faut pas rester sur le même cinéma, sur la même émotion. Après, je ne vais pas aller jusqu'à conseiller à un enfant de moins de 10 ans d'aller voir un film d'horreur. Faut pas déconner. Mais les laisser dans des émotions quelconques, c'est ne pas les laisser s'éclore d'eux-mêmes et leur donner envie d'avoir la curiosité de voir une œuvre à contre-courant de ce qui se fait maintenant. L'enfant, il a changé. On peut pas dire à un enfant attention, on va te montrer quelque chose de joli et de charmant. Il s'ennuie déjà. Il s'ennuie parce qu'il voit des actualités alias à la télé qu'il choisit pas, à l'heure du repas, qui sont terribles. Il joue à des jeux vidéo qui sont terribles. L'enfant de 10 ans, il a qu'un rêve, c'est de voir Matrix. Donc on peut pas lui dire on va te faire un truc très très joli, très charmant. Ça c'est les parents qui en rêvent parce qu'ils pensent à leur enfance à eux. Et même en 2021, ils ont encore pu changer vu que maintenant il y a les réseaux sociaux et surtout Internet a explosé, ce qui fait que tu peux découvrir des films qui étaient avant très méconnus. Il n'est pas parfait, mais je pense qu'il vaut au moins le coup d'œil de se pencher dessus de nouveau parce qu'il nous fait relativiser sur une époque où Studio Canal était l'endroit où il proposait des œuvres atypiques qui peuvent diviser certes, mais qui sont rafraîchissantes. Maintenant ce n'est plus trop eux qu'il faut suivre pour avoir des projets indépendants, mais plutôt des petits studios comme Alba, mais surtout Jokers Film, qui distribuera très prochainement un film fantastique de fantasy d'horreur et sera, j'espère, très imposant avec Ogre qui sortira en 2022. Parce qu'à mes yeux, il n'y a plus de propositions très radicales chez les gros studios. Je considère que Le Petit Pousset fut une des pierres angulaires qui a permis aux jeunes enfants de l'époque de vouloir s'épanouir et grandir pour enfin se décider d'en faire un hommage, de dire que ce film n'est pas si mauvais que ça. Non, 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 je ne fais pas partie de ces enfants-là. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonne mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et on a toujours une âme d'enfant. Partez. Coupez.